Bamex 2025 au parc des expositions de Bamako. Les projecteurs sont braqués sur les entreprises locales, les startups maliennes et les firmes internationales. Elles dévoilent leurs innovations dans la conception de drones, de systèmes de communication, de logiciels de surveillance et d'équipements adaptés aux réalités du terrain. Vous le verrez tout à l'heure. À Kidal, la rentrée scolaire s'annonce sous tension. Les enseignants n'ont toujours pas rejoint leur poste. Face à cette situation, l'Académie d'enseignement de Kidal les a officiellement sommés de regagner leur base afin de préparer le retour des élèves et garantir le bon déroulement de l'année scolaire. Pour faire le point sur cette situation et comprendre les attentes du corps enseignant, nous recevons ce soir M. Abdul Salam Maïga, porte-parole des syndicats d'enseignants à Kidal. 9 sélections africaines se sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Parmi les affiches à suivre, deux confrontations 100% africaines, le Mali face à la Zambie et le Sénégal opposé à l'Ouganda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945, deuxième journée du Salon de la Défense et de la Sécurité Bamex 2025. Au parc des expositions, les entreprises locales et internationales ainsi que les startups maliennes sont à l'honneur. Elles exposent leur savoir-faire dans la conception de drones, de systèmes de communication, de logiciels de surveillance et d'équipements adaptés aux réalités du terrain, un signe fort de l'amélioration des compétences du secteur privé national dans le domaine de la défense et de la sécurité. Djeneba Samaki. Les Bamex est aussi un tremplin pour valoriser les compétences nationales. Un nombre croissant d'entreprises locales s'investissent dans la fabrication d'équipements de sécurité et la recherche appliquée. Des initiatives vers l'autonomie industrielle et technologique. Très belle occasion pour nous vraiment de faire connaître notre produit et puis nos talents et puis nos expériences aussi. On a beau importer et tout, mais je pense éventuellement il faut vraiment aller dans la production. Et c'est de ça on va s'étendre vers la souveraineté dont on a tendance à chanter en ce moment. Parmi les exposants, des ingénieurs, des informaticiens et des jeunes entrepreneurs travaillent sur des projets innovants, simulateurs d'entraînement, systèmes d'alerte précoce ou logiciels pour la protection des données, des solutions locales pensées pour les réalités du terrain malien et sahélien. Nous avons un robot dénommé Gosson pour des missions d'exploration et de reconnaissance, donc qui est pilotable à distance. Par exemple, si les terroristes se retranchent dans un bâtiment, avec ces robots, au lieu d'envoyer les agents et mettre leur vie en danger, on peut envoyer ces robots inspecter le bâtiment, dégager tout le danger avant de faire une intervention. Et à côté là, nous avons un drone dénommé Douga pour des missions de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut embarquer une caméra pour surveiller, pour des missions de surveillance et de reconnaissance. Là, c'est le sous-marin pour des missions de reconnaissance et de sauvetage en milieu fluvial. Donc il est dénommé Bafaro. Et là, nous avons des gilets géovisuels mobiles que nos forces de l'ordre peuvent porter, ce qui permet au commandement d'avoir un retour visuel sur tout ce qui se passe sur le terrain, ainsi de prendre des décisions en conséquence. Ce mercredi, une visite guidée des stands a permis aux visiteurs d'explorer de manière plus approfondie les équipements exposés. Sur les stands russes, les démonstrations des drones de surveillance et des matériels de défense suscitent un vif intérêt. Du côté turc, les technologies des drones et les systèmes de surveillance numérique sont mises en avant. Une occasion de renforcer les liens de coopération entre le Mali et ses partenaires stratégiques, en l'occurrence la Turquie et la Russie. Non, les outils qui sont là, vraiment, c'est des outils, les caractéristiques d'abord sont impressionnantes. C'est des outils vraiment d'une performance vraiment supérieure. Et une telle acquisition ne peut que vraiment installer les capacités de nos armées. C'est un plaisir pour tous les Maliens de voir de telles réalisations. Moi, je suis très content, je suis fier de mon pays. Depuis que je suis arrivé, je suis émerveillé. Donc, il fallait le faire. Entre démonstrations technologiques, rencontres bilatérales et mise en avant des entreprises locales, cette deuxième journée du Bamex 2025 confirme le rôle central du Mali dans la coopération sécuritaire et régionale. La conférence épiscopale du Mali a annoncé ce mardi 11 novembre l'annulation de la 54e édition du pèlerinage national de Kita. Une décision prise en raison du contexte actuel marqué par des difficultés d'approvisionnement en carburant
rendant impossible le bon déroulement de cet important rendez-vous spirituel. Aminata Keita nous fait le point. Chaque année, le pèlerinage national catholique organisé à Kita dans l'ouest du Mali réunit des milliers de fidèles chrétiens venus de tout le pays pour se recueillir auprès de la Vierge Marie au sanctuaire marial local. C'est un moment fort de foi, de communion et de prière pour la nation. Pour 2025, la 54e édition était prévue pour fin novembre. La conférence épiscopale du Mali a annoncé l'annulation de cette 54e édition. Les principales raisons évoquées sont entre autres dues aux difficultés liées au transport des pèlerins, notamment en raison de l'approvisionnement irrégulier en carburant, le climat socio-économique jugé tendu, rendant l'organisation d'un déplacement massif plus risqué. Les évêques ont estimé que dans ces conditions, il ne serait pas responsable d'ordonner un tel rassemblement. Dans la vie d'une personne ou d'une institution comme l'Église, tout ce qu'on programme ne se réalise pas toujours. L'annulation du 54e pèlerinage national à Kita arrive parce que les circonstances que traverse notre pays en ce moment le justifient. Le pèlerinage chaque année à Kita demande des mouvements de milliers de personnes. Généralement, les diocèses ont besoin de dizaines et de dizaines de cars pour transporter les pèlerins. Et à l'heure qu'il fait, cela n'est pas du tout facile. La décision a été réfléchie, mûrie. Il y a eu des concertations avant qu'elle soit prise. Le pèlerinage peut se faire partout et à tout moment. Il faut savoir lire les signes des temps dans les événements qui nous arrivent. L'annonce de l'annulation a provoqué une certaine déception au sein des fidèles et des communautés locales qui s'y préparaient. Bon, ma famille s'est sentie vraiment mal parce qu'ils avaient tout préparé pour aller à cette pèlerinage. Mais malheureusement, ça n'a pas eu abouti. Donc, s'ils disent qu'ils doivent annuler, moi je pense que c'est au niveau sécuritaire. En tant que religieux, tu dois essayer de comprendre cela. Bon, si le moment est venu, peut-être qu'il peut changer de date. Donc, si le moment est venu, vous pouvez commencer à aller. Quand même, moi, ma famille, ça les a vraiment choqués. Même si les musulmans ne sont pas concernés par cette annulation, ils compatissent à la peine des fidèles chrétiens. Bon, vraiment pour leur propre sécurité. Parce que vu que Jamana a basé l'été kosebe, ma bon on bolo a neleli koni ni ala fama no mais a bisara fando fois parce que effectivement ni a tégale ga jatemine vraiment anileli flama no amano vraiment dîner et bunakun kona ka vraiment kuma no mais ni ala ga bien fait on fait ni a même bien honoré a kadi quoi voilà sécurité elle bi fin ben ya fa ne bolo bon en tant que vie là. Cependant, l'Église n'a pas laissé la ferveur s'éteindre. La conférence épiscopale du Mali invite chaque fidèle chrétien à vivre un temps de prière et de communion autour de la Vierge Marie Notre-Dame du Mali durant la période initialement prévue pour le pèlerinage. Dans la région de Kidal, la rentrée scolaire s'annonce compliquée. Les enseignants ne sont toujours pas retournés à leur poste. L'Académie d'enseignement de Kidal leur a pourtant adressé une sommation officielle, les invitant à regagner leur base pour préparer le retour des élèves et assurer une année scolaire normale. Mais entre les longues distances, les problèmes de transport et les conditions sécuritaires encore fragiles, le chemin du retour reste semé d'embûches. Pour en parler, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Abdul Salam Maïga, porte-parole des syndicats d'enseignants à Kidal. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est à moi de vous remercier. Alors, M. Maïga, dites-nous concrètement quelle est la situation à cette date à Kidal. En fait, le 17 octobre, le directeur de l'Académie d'enseignement de Kidal avait sorti un communiqué en demandant aux enseignants et puis les administrateurs scolaires de rejoindre leur poste. Parce qu'ils sont quand même en absence. Tout simplement, nous allons faire en tout cas part de ce qui se passe réellement au monde entier. Voilà quoi. Donc, les enseignants ne sont pas dans une posture de refus de rejoindre leur poste. Et pourquoi? Tout simplement, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, la raison, c'est l'insécurité. Et c'est pourquoi les enseignants sont jusqu'à présent ici, donc à Bamako, et les régions aussi qui sont proches de Bamako. Parce que nous avons des militants à Sikasso, nous avons aussi des collègues à Ségou, à Bamako, à Mopti. Donc tous ces enseignants à la fois ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur poste. Donc ça veut dire qu'il y a une raison. Et nous demandons aux autorités
en tout cas régionales, surtout ceux-là qui s'occupent de l'éducation, de comprendre cette réalité. C'est l'insécurité. Et est-ce que vous avez fait des propositions? Bien sûr, nous avons fait des propositions. On a demandé d'abord au ministère de l'Éducation donc de s'impliquer au niveau de l'état-major afin que nous puissions avoir ce qu'on appelle un transport aérien. Le ministère de l'Éducation est toujours dans son mutisme. Il n'a pas répondu donc à notre doléance. On était obligé aussi d'aller voir avec l'état-major. C'est l'état-major qui est en train quand même de s'impliquer. Et présentement où je vous parle, il me semble que les listes sont au niveau de l'armée de l'air. Mais jusqu'à présent, nous, on ne nous a pas été appelés et nous attendons. Nous sommes pressés de rentrer, de rejoindre nos postes parce que nous sommes des enseignants conscients. Nous sommes des enseignants qui défendent aussi la cause de l'éducation. Ces enfants qui sont à Kidal ont le même droit que les enfants qui sont à Bamako. Donc nous sommes conscients de cela et nous interpellons les autorités. Alors au niveau du syndicat, quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à la situation? Oui, les dispositions que nous avons prises, en tout cas, c'est tout simplement de demander aux autorités de mettre à notre disposition un moyen sécurisé, c'est-à-dire un transport aérien qui va permettre tout simplement de prendre tous les enseignants et les amener à Kidal. Et oui, je salue ici les autorités locales, en tout cas qui sont en train de mouiller les maillots afin que ceux-là qui sont à Gao puissent rejoindre leur poste. Nous les remercions pour cela. Mais au niveau de Bamako, les choses ne bougent pas. Il y a ce qu'on appelle une omerta totale. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelle est la position du syndicat face à la situation? Oui, la position du syndicat face à la situation, c'est de demander aux autorités de créer en tout cas un moyen sécurisé, donc pour qu'on puisse regagner les postes. Et nous ne sommes pas dans une posture de refus, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous sommes des enseignants conscients. Nous savons pourquoi nous avons été enseignants. Donc c'est par vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, en tout cas, c'est ce qui nous pousse donc à faire ce travail de façon irrésistible. C'est un appel irrésistible. Avoir la vocation, c'est comme avoir un appel irrésistible. Donc pour cela, nous, on ne peut pas en tout cas rester et dire qu'on ne travaille pas. Alors approximativement, il s'agit de combien d'enseignants? Oui, nous, en tout cas, ceux qui sont ici au niveau de, voilà, donc au Bamako, en tout cas, nous sommes, voilà, donc plus de 100 personnes. Donc, voilà, il faut quand même créer un moyen pour que tous ces enseignants puissent quand même rejoindre leur poste. Et nous disons aussi aux autorités, si jamais, comment dirais-je, les dispositions quand même seront prises avant le 15 novembre. Avant le 15 novembre ou après le 15 novembre. Donc, les enseignants qui vont refuser quand même de partir, en tout cas le syndicat aussi a pris des dispositions par rapport à cela aussi. Mais pour le moment, on ne va rien dire. Ok. Alors, un dernier message à l'endroit des autorités. Un dernier message. Des élèves qui vous attendent à Kidal. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, personnellement, vous savez, si vous voyez que nous sommes impliqués comme ça pour la cause de l'éducation à Kidal, c'est que les élèves, personnellement, m'ont écrit en me demandant, M. Maïga, il faut trouver une solution à notre cas. Certes, beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais nous disons aux autorités, en tout cas en ce qui concerne le fondamental 1, c'est toujours fermé depuis le 1er octobre jusqu'à nos jours, bientôt un mois. Le fondamental 1 ne fonctionne pas. Et le second cycle aussi est en train d'être fonctionné de façon bancale, ainsi que le lycée aussi, parce que tous les professeurs ne sont pas sur place. C'est ça la vérité. Et nous demandons aussi aux autorités de penser donc à nos collègues qui doivent être enrôlés. Parce que nous, on ne peut pas du tout comprendre. Pratiquement toutes les académies, les différentes académies qui viennent ici, donc les gens qui relèvent des différentes académies, s'ils viennent à Bamako ici, on fait leur enrôlement. Mais ceux de Kidal, non. Pendant que c'est des chefs de famille, jusqu'à présent, ils sont en train de souffrir sans salaire. Donc bientôt 3 mois. Et nous interpellons les autorités à ce qu'ils voient notre situation. Et pour cela, j'interpelle personnellement le président de la République, Assimi Goïta, de faire tout pour que les enseignants puissent rejoindre leur poste. Malgré la situation à Kidal, nous accepterons d'aller parce que nous avons ce qu'on appelle une capacité d'adaptabilité. L'enseignant
est un citoyen du monde. Merci beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce journal se poursuit. Le tout nouveau directeur général de l'UNESCO a prêté serment ce mardi 11 novembre avant de prononcer son discours inaugural. La cérémonie s'est tenue lors de la 14e séance plénière de la 43e session de la conférence générale de l'organisation onusienne à Sétoubouari. Élu le 6 novembre 2025, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Par 172 voix sur un total de 174 votants, l'Égyptien Khalid Ahmed El Enani Ali succédera le 15 novembre prochain à Audrey Azoulay en poste depuis 2017. Né en 1971, Khalid El Enani est un émine égyptologue et professeur d'égyptologie à l'Université de Loan d'Égypte, où il enseigne depuis plus de 30 ans, membre de plusieurs sociétés savantes internationales. Il a été nommé en novembre 2024 ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l'Organisation mondiale du tourisme et plus récemment parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Il est titulaire de plusieurs distinctions internationales, 12e directeur général de l'UNESCO et premier directeur général originaire d'un pays arabe. Khalid El Enani a prêté serment ce mardi 11 novembre lors de la 14e séance plénière de la 43e session de la conférence générale de l'organisation. Il promet de rétablir le dialogue entre les États membres et de renforcer les ressources financières de cette agence onusienne. Durant sa campagne, Khalid El Enani s'est engagé à moderniser l'agence onusienne qu'il juge confrontée à de fortes inégalités dans l'accès à l'éducation. Il prévoit également d'élaborer un plan pour faire face à la baisse du budget de l'organisation, estimée entre 8 et 11% depuis le retrait des États-Unis. La Guinée entre dans une nouvelle ère minière. Mardi 11 novembre 2025, le pays a officiellement lancé le méga-projet de Simandou, l'un des plus vastes gisements de fer inexploité au monde. Présenté comme un tournant historique pour l'économie du pays, ce projet colossal symbolise l'ambition du gouvernement guinéen de faire de ses ressources naturelles un moteur durable de développement. Ibrahim Babi pour plus de détails. La Guinée a officiellement lancé mardi 11 novembre 2025 la phase de production de son gigantesque projet minier Simandou, considéré comme le plus grand gisement de minerais de fer encore inexploité au monde. Le président de transition Mamadi Doumbouya a décrété ce jour férié pour marquer l'événement, un signal fort de la volonté de Conakry de transformer cette ressource en levier économique et industriel. Le projet d'un coût estimé entre 20 et 23 milliards de dollars implique l'exportation du minerai de haute qualité, la construction d'un port en eau profonde et la mise en service d'un chemin de fer de plus de 650 km. Il est porté par un consortium sino-singapourien et la multinationale Rio Tinto. La Guinée va détenir une participation de 15% dans les mines et les infrastructures. À terme, la production est planifiée autour de 120 millions de tonnes par an, ce qui pourrait représenter jusqu'à 8% de l'offre mondiale exportée de minerais de fer. Que les analyses du marché du fer aujourd'hui se font toujours en deux temps, le monde avant Simandou et le monde après Simandou. Parce que depuis l'entrée de la Guinée, à partir de maintenant, sur le marché mondial du fer, on ne parle pas de fer sans parler de nous, ça c'est fini. Et à partir des accords qu'on a signés, nous avons toute la capacité d'influencer le marché du fer au monde. Le ministère des Mines dirigé par Bouna Silla promet que les retombées sociales seront substantielles tant en matière d'infrastructures, de logement qu'en formation professionnelle. Fondamentalement, grâce aux instructions du président de la République, ses orientations, ses directives, les intérêts clés et stratégiques de l'État guinéen sont préservés pour le long terme. Parmi les projets miniers, c'est l'une des premières fois où on négocie un pacte d'actionnaires pour détailler la gouvernance d'entreprise avec une précision qu'aucune décision stratégique ne se prend sans le concours de l'État. Toutefois, le projet n'est pas exempt de critiques. Des dizaines de travailleurs ont déjà péri durant la phase de construction et des voix s'élèvent pour alerter sur les risques environnementaux liés à l'exploitation. En lançant Simandou, la Guinée vise non seulement à tirer pleinement parti de ses ressources, mais aussi à redéfinir sa place dans l'économie mondiale du minerai, un pari ambitieux et risqué, mais potentiellement transformateur pour le pays.
Je l'annonçais au sommaire, vendredi, le Mali affrontera la Zambie, tandis que le Sénégal croise la refaire avec l'Ouganda. Ces deux duels 100% africains figurent parmi les affiches des 16e de finale de la Coupe du Monde U17 à Qatar 2025. Soumaïla Fani. Sur 10 nations engagées au Mondial U17 Qatar 2025, 9 ont assuré leur qualification pour les 16e de finale. Seule la Côte d'Ivoire avec 0 points manque à l'appel. Au-delà du Sénégal, leader de son groupe avec 2 victoires et 1 nul, le Mali, la Zambie, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud ont également brillé en terminant à la 2e place de leurs groupes respectifs. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Ouganda, qui figurent parmi les meilleurs 3e, complètent la liste des pays africains qualifiés. En 16e de finale prévue pour les 14 et 15 novembre, le Maroc fera face aux États-Unis, l'Égypte à la Suisse, l'Afrique du Sud au Japon. Quant au Burkina Faso, il devra créer l'exploit face à l'Allemagne tenante du titre. En ce qui concerne la Tunisie, elle doit aussi se défaire de l'Autriche qui a terminé en tête du groupe L tout en infligeant au passage un cinglant 3-0 au Mali. Les Aiglonnés, justement, se frotteront à la Zambie dans un choc 100% africain. Médaillés de bronze en 2023, les Aigles U17 tenteront de faire respecter la hiérarchie face aux Zambiens néophiles de la compétition. Dans l'autre duel africain, le Sénégal croisera le fer avec l'Ouganda. Ces deux rencontres 100% africaines susciteront un intérêt particulier puisqu'au moins 2 représentants du continent verront donc les 8e de finale. Voilà, c'est ce qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.